En Côte d'Ivoire, je voudrais vous inviter à écouter avec moi un élément très intéressant du grand investigateur ivoirien Chris Yapi, qui révèle l'acharnement d'Alassane Dramane Ouattara à brader le pays et à faire de la Côte d'Ivoire une place forte de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest par l'OTAN. L'accélération des événements est troublante. Alassane Dramane Ouattara est en train de confirmer ce que je vous avais dit, à savoir que l'OTAN est déterminée à encercler l'AES. Vous allez voir que les forces qui sont en train d'être chassées du Niger sont à la recherche de positions d'encerclement autour du territoire de l'AES. Ce sont ces forces-là qui se sont repositionnées au Bénin, repositionnées au Tchad, et qui cherchent à se repositionner fortement. Elles sont déjà repositionnées au Ghana, qui cherchent à se repositionner fortement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara n'hésite pas à le faire, tout en ayant maintenant une politique ouvertement offensive contre notre patrie africaine du Burkina Faso. Je n'ai pas encore complètement documenté les événements qui se seraient déroulés dans la localité burkinabé de Hélène Tira. Je les documenterai, mais je ne me suis pas surpris qu'Alassane Dramane Ouattara adopte une position offensive envers son pays natal, le Burkina Faso, dont il est un renégat, au moment où il reçoit un soi-disant commandant des forces américaines d'Afrique, commandant de l'Africom. Non, mais c'est vraiment incroyable. Alors, écoutons ce reportage de Chris Yapi, qui vraiment va nous mettre en chemin de ce que je veux dire sur M. Ouattara. Quand je vous dis, je disais l'autre jour à Londres, que ce type-là représente le plus grand danger que court l'Afrique de l'Ouest, les gens ont douté. Bon, regardez ce qu'il fait. Ouvertement. Regardez ce que Ouattara fait. Ouvertement. Je donne la parole au grand investigateur Chris Yapi. Je lui donne la parole. Je vous ai diffusé son émission. Je vous ai diffusé son émission tout à l'heure. Je vais la prendre là où elle est, sur le site YouTube de Chris Yapi. Chris Yapi TV officiel. Chris Yapi TV officiel nous a mis quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Hop. Je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ça. Voilà. C'est un élément d'environ 11 minutes qui a été publié il y a 7 heures de temps par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi sous le titre « Installation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire, le troc indécent d'Alassane Ouattara ». Installation d'une base militaire en Côte d'Ivoire, le troc indécent d'Alassane Ouattara. Installation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Le troc indécent d'Alassane Ouattara est des États-Unis. Soutien des États-Unis à son 4e mandat anticonstitutionnel contre la présence de la base militaire américaine chassée du Niger. Est-il normal qu'au moment où les peuples d'Afrique s'éveillent et réclament la vraie indépendance, en exigeant le départ de leur sol des bases militaires occidentales, la Côte d'Ivoire, quant à elle, sans consulter le peuple ivoirien, accepte de recevoir successivement les bases militaires françaises d'abord et ensuite américaines? Le vieux Grigou entend ainsi opérer un troc qui lui garantit la présidence à vie en échange du bradage de notre souveraineté par ses présences militaires. You know, coming here as the commander US AFRICOM, it was an honor to be able to meet with the president this morning. Il y a de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenu, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation, cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations.
et pas seulement une belle organisation, parce qu'il faut dire que il y a eu plus de 2 milliards de téléspectateurs de par le monde entier, mais encore ce qui nous réjouit, c'est le fait que la Côte d'Ivoire ait remporté cette coupe. It was an example of the people of Côte d'Ivoire and being able to show security, but also bring happiness. And I say happiness because Côte d'Ivoire won the cup. C'est la carte blanche dont il avait besoin pour massacrer les Ivoiriens qui oseraient s'opposer à son 4e mandat, pourtant anticonstitutionnel, en 2025. Ainsi, la Côte d'Ivoire se transformera en une plaque tournante stratégique pour la déstabilisation des États de l'AES. L'Occident n'est pas prêt à quitter la sous-région ouest-africaine car il doit faire main basse sur les ressources de notre sous-sol, qui est un enjeu essentiel en tant que superpuissance. Face à la grande compétition mondiale, où la Chine et la Russie semblent prendre le dessus, les pogroms et les massacres de quelques nègres ne pèsent pas lourd dans la balance des enjeux géostratégiques et intérêts vitaux des Occidentaux. Pauvres de nous. Entre-temps, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont été mises en alerte maximale. Pourquoi Téné Birahima Ouattara dit la fiole, alias le pétomane, panique-t-il? Une réunion s'est tenue hier, 1er mai 2024, avec les chefs des forces armées, ainsi que la participation de 4 colonels français. Raison évoquée, sécuriser les frontières. Rappelez-vous que j'avais annoncé la tenue d'un conseil de sécurité pour le 30 avril dernier, sauf changement de dernière minute. En effet, l'entourage du vieux Grigou témoigne que le vieillard est en transe, que sa respiration est saccadée, ses narines sont dilatées et que même l'on pourrait y faire cuire un œuf tant il est furax. Astaghfirullah. Il est courroucé contre le capitaine Ibrahim Traoré, qu'il traite de voyous et de petits soldats. Il jure de ne point se laisser compter. Est-ce que ceci devrait expliquer cela? Affaire à suivre. Samantha, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, les États-Unis ont renforcé leur partenariat avec la Côte d'Ivoire. Quels sont les objectifs américains? Bonsoir à vous, Amine. Alors, les objectifs bien. américains, bien évidemment, c'est de conserver une présence militaire en Afrique de l'Ouest, surtout avec cette perte de la base stratégique d'Agadez au Niger. L'objectif aussi, c'est de lutter contre l'influence russe et chinoise. Et c'est vrai que les États-Unis cherchent à tout prix des points de chute un peu partout en Afrique de l'Ouest. On l'a vu récemment avec la Mauritanie et on le voit maintenant avec la Côte d'Ivoire. Le patron de l'Africom, donc le commandement militaire américain pour l'Afrique, n'est pas venu en Côte d'Ivoire les mains vides. Il est venu avec une enveloppe de 65 millions de dollars et il a rencontré le président ivoirien lui-même, Alassane Ouattara, mais également le chef d'état-major des armées de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une rencontre de très haut niveau. Il a bien sûr été question de la coopération sécuritaire et de la stabilité régionale. C'est une rencontre de haut niveau qui montre que les ambitions américaines sont beaucoup plus larges. Les États-Unis qui souhaitent repositionner leurs troupes du Niger. Alors, il est question effectivement qu'une partie de ces troupes rejoignent la Mauritanie. Et pourquoi pas finalement la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas une base militaire en Côte d'Ivoire? En tout cas, il y a eu des réflexions menées lors de ces entretiens, des réflexions sur les actions à venir pour renforcer justement le partenariat. Et écoutez, le patron de l'Africom. It was an honor to be able to meet with the president this Il y a morning. de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenue, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Vous voyez? Un instant.
Alors, le patron de l'Africom qui était déjà en Côte d'Ivoire il y a 9 mois, et cette nouvelle visite, elle rentre dans le cadre d'une stratégie d'influence américaine plus large en Afrique de l'Ouest, puisqu'Anthony Blinken lui-même, il était en Côte d'Ivoire, c'était en janvier dernier, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire présente bien des attraits pour Washington, qui est inquiété, je le rappelle, par la montée de l'influence russe dans les pays du Sahel. La Côte d'Ivoire présente des attraits parce que c'est un pays qui dispose d'une frontière à la fois avec le Burkina Faso et le Mali, et c'est très très important, il faut bien comprendre cela pour les Américains, eh bien de trouver un point de chute dans un pays qui dispose d'une frontière justement avec l'un des pays du Sahel. Et justement, Washington a également ratifié un mémorandum d'accord avec la Côte d'Ivoire pour lutter contre les fake news. De quoi s'agit-il, Samantha ? Oui, alors ça c'est l'autre volet du renforcement du partenariat ivoiro-américain. Alors on voit les États-Unis sur tous les fronts, même sur le front de l'information, une offensive donc des États-Unis sur ce front-là, et avec la signature de ce mémorandum pour lutter contre la manipulation de l'information par des États étrangers. Alors l'idée c'est de lutter contre les ingérences étrangères, et on comprend que les États visés seraient la Russie et la Chine. C'est un accord qui comprend en fait un programme commun pour renseigner les initiatives gouvernementales afin de lutter donc contre les fake news et la désinformation, selon l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire. Regardez. La désinformation constitue une menace croissante pour la stabilité de la société. L'Afrique est confrontée à une vague de désinformation. Les campagnes de désinformation ont presque quadruplé depuis 2022. La majorité de ces campagnes sont parrainées par des États étrangers. Cela souligne l'importance de collaborer pour faire face à ce défi. Ce protocole définit un cadre de coopération entre nos deux pays, en vue de réduire l'impact de la désinformation. Cela nous permet de soutenir les initiatives de la Côte d'Ivoire pour lutter contre la manipulation de l'information et les fake news. Alors, ce mémorandum pour contrer la manipulation de l'information par des États étrangers pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment sur ses limites, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où vous avez des médias, une presse qui est très politisée, une liberté d'expression, il faut quand même le dire aussi, contrôlée par le pouvoir ivoirien. Alors, c'est vrai que cet accord aussi pourrait servir, c'est ce qu'on se dit, les intérêts des autorités ivoiriennes, surtout en période électorale. D'ailleurs, il faut savoir que tout récemment, il y a un projet de loi sur les communications électroniques qui a été adopté. Ce projet de loi, il prévoit donc de pénaliser l'usage et la divulgation des messages électroniques, et cela inquiète énormément les journalistes ivoiriens, surtout les journalistes d'investigation. Samantha, les États-Unis considèrent aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme une démocratie fiable en Afrique de l'Ouest. Quelle est la réalité de ce constat ? Incroyable. Bon, c'est vrai que les États-Unis considèrent la Côte d'Ivoire comme une démocratie, mais c'est loin de correspondre à la réalité. C'est loin d'être une démocratie idéale. Il suffit de revenir un petit peu en arrière, ce n'est pas si loin. En 2020, il y a des événements marqués par des violences électorales qui ont fait au moins 85 morts, 200 blessés, puis il y a eu des dizaines d'arrestations de militants de l'opposition, des cadres de l'opposition, donc beaucoup d'arrestations durant ces violences électorales. Et Alassane Ouattara, il en est quand même à son 3e mandat. Tout à l'heure, vous avez entendu le patron de l'Africom qui a aussi félicité le président ivoirien pour la belle victoire de la sélection ivoirienne lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'Alassane Ouattara, il surfe beaucoup sur cette popularité aujourd'hui. Cette victoire, les Ivoiriens saluent le travail effectué par leur président pour l'organisation de cette compétition, et les cadres dans l'entourage d'Alassane Ouattara, les cadres de son parti politique aujourd'hui estiment qu'il est le candidat idéal pour la prochaine élection qui se profile en 2025. Donc Alassane Ouattara qui pourrait briguer un 4e mandat, on ne sait pas, il ne s'est pas prononcé. Bon, en plus, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très divisé. La réconciliation nationale n'est pas aboutie. Vous avez aussi... Chris Yapi ne ment pas. Voilà. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram. Ce long élément, mes chers amis, que nous venons d'écouter ensemble, nous permet de retracer un certain nombre de choses. D'abord, commençons par souligner l'incongruité qu'il y ait
un commandement militaire américain en Afrique. Il va falloir que les États panafricanistes révolutionnaires montent à leur tour un commandement militaire africain aux États-Unis. C'est la seule réponse qu'on puisse apporter à cette ignominie. Je commence par contester le droit des États-Unis d'avoir un commandement militaire sur le sol africain. Et la seule façon de bien contester cela, ce sera qu'un jour, les États africains, véritablement panafricanistes et révolutionnaires, montent aussi une armée africaine, un commandement militaire africain sur le sol américain. Il faut leur rendre les réciprocités. Il faut s'y préparer. D'abord, c'est une incongruité. De quel droit les États-Unis ont un commandement militaire en Afrique? De quel droit les États-Unis, qui ne tolèrent même pas qu'une armée étrangère s'installe à Cuba, confère la fameuse crise dans les années 60 de la baie des Cochons, la crise des missiles de Cuba. Remontez à tout cela. Les États-Unis qui ne tolèrent même pas qu'il y ait une approche d'une puissance étrangère à Haïti, sur les flancs de la côte est américaine. Les États-Unis qui ne tolèrent même pas d'entendre qu'un État s'est approché de la frontière mexicaine. De quel droit les États-Unis entretiennent-ils un commandement militaire et ont-ils près de 10 000 troupes sur le continent africain? Il faut que les Africains dénoncent à l'unanimité, dans leur écrasante majorité, l'occupation militaire du sol africain par les États-Unis. Moi, je conteste le droit de ce général de se présenter devant les Africains comme un commandant des forces américaines en Afrique. Nous n'avons pas autorisé cela. Les peuples africains s'opposent à la présence militaire américaine sur notre sol. Parce que la puissance américaine est une ancienne puissance négrière. Parce que la puissance américaine n'a pas fini de reconnaître l'égalité des Noirs afro-américains, de nos frères en humanité indiens, des Latinos américains aux États-Unis. Ils n'ont pas fini leur intégration nationale. Ils n'ont pas fini de fonder leur propre démocratie. Qu'ils cessent et qu'ils retirent leurs troupes du sol africain. Nous le demandons ouvertement, sincèrement et fermement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le général américain qui a été expressément choisi parmi les généraux noirs de l'armée américaine vient jouer un rôle qui me rappelle un débat que j'ai soulevé ici. On a inculqué à certains de nos frères, descendants des esclaves d'Amérique du Nord, l'idée qu'ils ont une revanche à prendre contre le continent africain. Voilà pourquoi ils sont utilisés par l'oligarchie qui dirige les États-Unis et qui dirige l'Occident. On choisit systématiquement des Noirs pour les envoyer appliquer et mettre en œuvre les décisions impérialistes et néocolonialistes qui sont prises par le bloc dominant de l'oligarchie blanche occidentale. Je dénonce fermement l'instrumentalisation des Noirs américains, l'instrumentalisation des Noirs européens dans des politiques anti-africaines. Ce n'est pas un hasard si on cherche un Noir pour le placer commandant des forces américaines en Afrique. Parce qu'on veut donner l'impression aux Africains qu'ils sont commandés par l'un des leurs. Or, ce n'est pas l'un des nôtres. C'est un esclave de l'oligarchie raciale et raciste blanche américaine. Voilà les faits. Ils nous envoient des nègres de maison, des nègres néocolonisés et impérialisés pour pratiquer leurs décisions, appliquer leurs décisions. C'est comme ça qu'ils ont utilisé Obama lui-même. C'est comme ça qu'ils ont utilisé les Condoleezza Rice. C'est comme ça qu'ils utilisent le général Langley. C'est comme ça qu'ils ont utilisé Colin Powell. C'est toujours des Noirs américains qu'on envoie mentir gravement contre les peuples du Sud. C'est Colin Powell qui est venu devant le monde entier avec un petit objet comme ça aux Nations Unies en disant « Voici les preuves que Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. » C'est Colin Powell qu'on a envoyé mentir pour l'oligarchie criminelle et raciste qui tient les États-Unis et qui tient l'Occident. Donc, l'élément que nous venons d'écouter me permet de dénoncer l'instrumentalisation afro-américaine en Afrique. Et il faut que je le dénonce en anglais pour qu'ils entendent. You, African Americans, stop accepting to be used as slaves for the white supremacism in America and through the world, and particularly in Africa. You have no revenge against your African brothers and sisters. You, African Americans.
They are using you like they use Condoleezza Rice. They use Colin Powell. Now they are using Langley to come and tell Africans that they have to be subjected to American military forces and to give all their commodities for the American industry. Stop playing that bad, very bad role, bad function. This is shameful for an African American to be an agent of American imperialism in Africa. So is that general who commands the African American armies. The African opinion is against any kind of military occupation of Africa by foreign armies. We are against, and we say it openly. This is not a hate speech. This is truth and justice. There is no African military commandment of North America. So there must not be an American military commandment of Africa. Bon. Je continue mon analyse. Il y a un troisième élément. Le Niger leur a demandé de partir. Le Mali leur a demandé de partir. Le Burkina leur a demandé de partir. Le peuple congolais demande aux forces étrangères de quitter son sol. Le peuple centrafricain demande aux forces étrangères indésirables de quitter son sol. Tous les peuples africains à l'unisson demandent de partir. Même au Sénégal, le peuple sénégalais demande aux forces néocoloniales, aux forces impérialistes de quitter son sol. Toute l'Afrique demande à l'unisson, à l'Occident, de retirer ses troupes. Car l'Occident est un conglomérat d'anciennes puissances négrières, coloniales, de puissances néocolonialistes et impérialistes. Leur présence militaire n'a jamais été une présence militaire en concours à l'Afrique. Elle a toujours été une présence militaire agressive, une présence militaire destructive. Nous leur demandons de quitter le continent natal de l'homme, de quitter l'Afrique. Au moment où on leur demande, l'Anglais prend sa valise, il prend ses épaulettes de général, avec toutes ses étoiles, on ne sait même pas combien il en a, et puis toutes ces médailles sur sa poitrine que nous ne pouvons même pas déchiffrer, et il se met à faire le tour d'Afrique pour trouver un nouveau dispositif. Et je vous fais remarquer que l'installation de son dispositif consiste en un encerclement de l'Alliance des États du Sahel. Quand j'ai donné il y a un peu plus d'un mois une conférence avec un schéma ici, certains ne m'ont peut-être pas cru. Maintenant, c'est clair pour vous. Vous voyez comment ils sont en train de disposer les armées de l'OTAN? Ils disposent des armées de l'OTAN en cercle autour de l'AES. Les pays de la CEDEAO, les 12 pays restants de la CEDEAO, ont leurs armées qui sont le premier cercle militaire autour de l'AES. Et maintenant, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN sont en train de redisposer leurs camps militaires en cercle autour de l'AES. Donc on assiste à une volonté d'encerclement stratégique. Ils sont positionnés en Mauritanie, ils sont positionnés en Algérie, ils sont positionnés en Tunisie, ils sont positionnés en Égypte, ils sont positionnés au Soudan, ils sont positionnés au Tchad, ils sont positionnés au Nigeria, ils étaient positionnés au nord du Cameroun, ils sont positionnés au Bénin, ils sont positionnés au Ghana, ils se positionnent en Côte d'Ivoire, ils étaient déjà positionnés au Libéria. Regardez bien la carte nouvelle des troupes de l'OTAN. C'est un encerclement géostratégique de l'AES. Je vous avais dit ça, n'est-ce pas? Je vous ai donné un schéma ici. Vous voyez, l'Anglais voyage sur mon schéma. C'est comme si j'avais tracé le chemin par lequel il allait passer. Vous voyez, l'Anglais, il est en train de tourner comme ça. Le commandant des forces américaines en Afrique, là, il tourne comme ça autour de l'AES. Il tourne comme une toupie autour de l'AES. Parce qu'il veut disposer l'armée américaine en posture d'encerclement. Or, que voyons-nous? Les groupes qui agressent les armées de l'AES, c'est les groupes terroristes. Les armées qui sont derrière les groupes terroristes, pour les armées, comme on le voit à la frontière ivoiro-burkinabé, d'une manière très claire, ce sont les armées des pays de la CEDEAO soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. N'est-ce pas? Ce sont eux qui sont directement ceux qui fournissent aux terroristes. Et puis, qui fournit ces pays-là? Et qui assure que les terroristes ne manquent de rien? Mais ce sont les troupes de l'OTAN qui constituent le grand cercle, le grand encerclement de l'Afrique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai enseigné. Je l'ai expliqué. Je l'ai clarifié plusieurs fois ici. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce grand encerclement. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. N'est-ce pas? Très bien. Alassane Ouattara est aujourd'hui le parrain
de cet encerclement. C'est pour ça que c'est lui qui mène les actions militaires les plus offensives contre les pays de l'AES. Il a fait de la frontière ivoiro-burkinabé une zone pour tester la résistance de l'AES. Ce qu'Alassane Ouattara n'a pas été capable de faire contre le Niger, où il disait qu'il allait projeter des troupes, il est en train de s'entraîner à le faire contre le Burkina. Les informations que nous avons en notre possession indiquent qu'Alassane Draman Ouattara est en train d'exercer ses troupes à des incursions en territoire burkinabé. Il est en train d'exercer ses troupes, en réalité, à une opération qu'il va tenter de présenter comme une rébellion burkinabé contre le régime du président Ibrahim Traoré, alors que ce sont des troupes d'Alassane Draman Ouattara. Ce à quoi vous assistez, les événements de l'Intira qui ont lieu actuellement, l'armée ivoirienne qui s'amuse à franchir régulièrement la frontière, qui n'attaque pas les groupes terroristes qui viennent replier du côté ivoirien, ce sont des exercices otaniens. Ce sont des exercices de harcèlement contre l'armée burkinabé. Il faut que l'Alliance des États du Sahel sache qu'elle est en train d'être attaquée par Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui attaque l'Alliance des États du Sahel. C'est Alassane Draman Ouattara, au nom de ses maîtres néocolons français et impérialistes américains, dont il requiert la protection afin de confisquer le pouvoir. Vous avez bien vu, il est candidat en 2025. C'est pour ça qu'il veille à exclure de l'élection le président Gbagbo, dont il a interdit l'inscription dans la liste électorale. Le président Guillaume Soro, dont il a interdit l'inscription dans la liste électorale. C'est parce que Ouattara est candidat à sa propre succession, c'est-à-dire à une nouvelle mascarade, qu'il fait tout cela. Donc, il a décidé de faire de la Côte d'Ivoire une néocolonie complète. Une néocolonie occidentale complète. Non content de ne pas avoir le courage de demander à l'armée française de retirer ses forces qui sont là depuis la colonisation en Côte d'Ivoire, qui ne se sont jamais retirées de Côte d'Ivoire depuis la période coloniale. Au lieu d'avoir le courage de leur demander de quitter le sol ivoirien, Alassane Ouattara demande à l'armée américaine de venir s'installer. Et il a même installé des officiers généraux américains dans le QG de l'armée ivoirienne. Alassane Ouattara, non content de capturer les terres des Ivoiriens pour lui et son clan, de piller massivement la Côte d'Ivoire avec son clan, Alassane Ouattara appelle les forces les plus voraces de l'Occident sur la Côte d'Ivoire. Yako, Côte d'Ivoire. J'insiste sur le fait que les activités que vous observez à la frontière ivoiro-burkinabé ne sont pas simplement des activités de l'armée ivoirienne envoyée par Ouattara pour tester la résistivité, la résilience des troupes burkinabées. Il s'agit d'exercices militaires de l'OTAN. Toutes les puissances de l'OTAN accompagnent Alassane Draman Ouattara dans sa provocation à la frontière burkinabé contre le président Ibrahim Traoré. Car selon leur plan, il faut susciter des rébellions dans l'AES, il faut susciter des coups d'État dans l'AES, et il faut sauter sur la première occasion de décapiter les États de l'AES en les privant de leur leadership révolutionnaire. L'OTAN, les néocolons français, les néocolons occidentaux en général, les impérialistes, voient d'un très mauvais œil le leadership nouveau qui a émergé à travers les trois dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et ils sont déterminés à organiser une agression. J'ai donné plusieurs conférences ici pour dire que l'Alliance des États du Sahel a jusqu'ici construit sa doctrine géopolitique et géostratégique sur la défensive. Mais que la défensive ne pourra jamais être, dans les conditions actuelles, l'unique attitude stratégique et peut-être même tactique avec les régimes renégats comme celui d'Alassane Draman Ouattara, comme celui de Talon Patrice, avec des régimes renégats comme ces deux-là, comme celui d'Embalo Sissoko. La posture défensive ne garantit pas l'efficacité. Voilà qu'Alassane Draman Ouattara, lui, maintenant, soutenu par ses maîtres néocolons, soutenu par ses maîtres impérialistes, voilà qu'Alassane Ouattara s'exerce à l'offensive. Voilà qu'il commence avec l'aviation de guerre ivoirienne, soutenue par ses parrains, à faire des incursions. Voilà qu'il commence à faire franchir ostentatoirement la frontière ivoiro-burkinabé, histoire de voir et de montrer qu'on ne peut rien lui faire. Alassane Draman Ouattara
qui tente de montrer ses muscles devant le capitaine Ibrahim Traoré, alors que tout le monde l'a vu s'agenouiller devant le colonel Assimi Goïta. Pendant 6 mois ici, Assimi Goïta a donné une leçon de vie à Alassane Ouattara, qui a fini par envoyer quelqu'un se mettre à genoux au palais de Koulouba là-bas pour dire Sabari, 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 et récupérer les 49 mercenaires, les 49 Gugus. Bien sûr qu'actuellement, le Sénégal est encore une néocolonie militaire française et américaine. C'est la situation du Sénégal. Les nouveaux dirigeants sénégalais n'ont pas encore demandé officiellement le retrait de ces bases, qui sont des vestiges de la traite négrière, les vestiges de la barbarie, du terrorisme colonial, les vestiges de la barbarie néocoloniale, du terrorisme néocolonial. Les dirigeants sénégalais sont en train de faire le tour de la sous-région. Et c'est pas ce que le peuple sénégalais, c'est pas ce qu'il leur a demandé. Il ne leur a pas demandé de faire venir Mélenchon pour bavarder avec lui à Dakar. Ce n'est pas ce qui leur a été demandé par le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais leur a demandé de prendre les décisions souveraines qui permettront aux Sénégalais de récupérer et d'exercer leurs devoirs. On ne leur a pas demandé de recevoir des déclarations d'amour saugrenues de gens qui ont été députés depuis plus de 30 ans ici en France et qui n'ont jamais eu le courage d'assumer le combat contre le franc CFA, le combat contre les bases néocoloniales, qui font des déclarations comme ça de principe, juste pour essayer de grappiller les voix des électeurs issus de l'Afrique, et puis qu'une fois que les élections sont passées, recommencent à regarder les problèmes africains avec dédain. Ce n'est pas ce que le peuple sénégalais leur a demandé. Il y a des décisions à prendre, mais prenez-les, c'est tout. Arrêtez de tourner autour du pot, parce que leur attitude, et mes frères sénégalais ne supportent pas que je dise ça, mais pourtant c'est vrai. Diomaye, il a commencé à tourner autour du pot. Ah, je me lève, je vais à Mauritanie. Je me lève, je vais à Bissau. Je me lève, je vais chez Ouattara. Et je me lève, je vais au Ghana. C'est pas ce que les Sénégalais lui ont demandé. Les Sénégalais lui ont pas demandé de tourner autour du pot. Il s'agit de prendre le pouvoir en union et en bonne entente avec le peuple et de prendre des décisions de souveraineté. C'est là-dessus qu'ils sont attendus. Ils sont attendus pour demander à l'armée française de se retirer pacifiquement du sol sénégalais, de fermer sa base, c'est terminé. Ils sont attendus, comme tous les autres dirigeants africains, pour mettre fin au franc CFA. Terminé. Ils sont attendus, comme tous les autres dirigeants africains, pour s'unir afin de sécuriser le continent, par une coopération militaire étroite, sécuritaire étroite. Créer des ensembles sous-régionaux et continentaux forts pour protéger la population africaine. C'est là-dessus qu'on est attendu. On n'est même pas attendu pour répondre sur les débats concernant la cuisson, les conditions de cuisson en Afrique. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, c'est les questions de souveraineté. Bon, les gens viennent nous parler de cuisson en Afrique, bon, et qui racontent ce qu'ils veulent. Ce que nous voulons, c'est que les troupes néocoloniales, les troupes impérialistes, quittent le sol africain pour que les Africains jouissent effectivement des richesses que le Tout-Puissant, à travers la création de cette terre, leur a données. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons plus de dirigeants qui tournent autour du pot et qui présentent cela comme une grande intelligence. Mais écoutez, le capitaine Traoré, il est arrivé au pouvoir en combien de temps il a demandé à l'armée française de se retirer? Vous pensez qu'il n'y a pas de militaires capables comme le capitaine Traoré au Sénégal? Le président Diomaye n'a pas de militaires solides là pour bien tenir l'armée sénégalaise, veut dire, bon, s'il vous plaît, retirez-vous. Oh non, c'est des présidents qui ont été élus démocratiquement et doivent procéder. Non, non, c'est faux. Les grandes décisions de souveraineté, il faut les prendre. Pour qu'il ne soit pas dit que tu ne les auras pas prises, il faut les prendre. Et tant que tu ne les as pas prises, il faut te préparer à les prendre. Et arrêter de tourner. Tourner là, ça fait quoi? Est-ce que le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau va le transformer en crocodile? Qui peut transformer Alassane Dramane Ouattara en un panafricaniste de gauche? Qui peut transformer Nana Akufo-Addo en panafricaniste révolutionnaire de gauche? Qui peut transformer Patrick Talon Dissoulier en panafricaniste révolutionnaire de gauche? Qui? Ce n'est pas le président Ousmane Sonko. Ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye. Personne ne peut transformer ces individus-là. Bazoum, vous pouvez le sortir de prison 25 fois. Il sera toujours un serviteur du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. C'est ce qu'il est. C'est quelque chose qui est plus fort que lui. Ce sont des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale.
Donc, que les gens ne nous disent pas qu'ils sont en train de faire une diplomatie là pour que les positions évoluent. Il n'y aura pas d'évolution des positions. Il y a des intérêts contradictoires. Et il faut trancher et mener la politique. La politique pour laquelle le peuple te donne le pouvoir, c'est celle-là que tu mènes. Y compris au péril de ta vie. C'est celle-là que tu mènes. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Bon, le président Goïta dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'est pas là? Le président Traoré, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'est pas là? Le Burkina ne fonctionne pas. Le président Tiani dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Vous n'avez pas vu Talon laisser passer le pétrole? Est-ce que le président Tiani discute avec quelqu'un? Il a regardé Talon comme ça, il a dit La Boussani, nos Anchan Kassani, nous sommes unis à notre peuple, alors que toi tu es séparé de ton peuple. On va te montrer la différence. On va même te montrer que le peuple béninois nous soutient contre toi. Parce que c'est tout ça qui a brisé Talon. Donc pour revenir à Alassane Ouattara, vous voyez très bien que cet homme prend toutes les dispositions pour nuire à l'Afrique. Je crois que c'est désormais une question qui est hors de débat. Alassane Ouattara est aujourd'hui le plus grand agent vassal de la stratégie de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest par l'OTAN. C'est lui le vassal en chef. Je ne l'ai pas appelé comme ça par hasard. Et si j'ai mis ce sujet dans cette émission qui dure maintenant 2 heures, et je m'en excuse, mais enfin, moi, je considère que je suis un enseignant du peuple. Je ne dois pas compter le temps quand je vous parle. Celui qui est fatigué va dormir. Il reviendra demain écouter le reste. Je tenais à le dire pour que vous sachiez que ce qui se passe à la frontière ivoiro-burkinabé est une attaque contre l'AES. La solidarité que le Burkina Faso et le Mali ont manifesté envers le Niger doit être manifestée, et je sais qu'elle l'est, par le Mali et le Niger envers le Burkina. Ce que la CEDEAO voulait faire contre le Niger, c'est ça qui a commencé à travers Alassane Ouattara, à la frontière avec le Burkina. Les incursions que vous voyez là, ce sont des exercices d'invasion. Ce sont des exercices tactiques et stratégiques d'invasion. Il s'agit de tester la présence et la vigilance des Burkinabés. Quand ils font ces petites incursions, ça leur permet de renseigner leur état-major sur le dispositif burkinabé, sur la réactivité des Burkinabés. Les images, par exemple, qui sont supposées être de Helintira, que j'ai vues, montrent que l'armée burkinabé, très rapidement, est montée pour stopper les gens de Ouattara. Il leur dit, mais vous êtes chez nous, là. Vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes plus en territoire ivoirien? Qu'est-ce que vous faites là? On a cette scène-là qui circule et qui, je pense, sera confirmée dans les prochaines heures. Donc, ces incursions, il faut que l'AES les considère avec la même gravité qu'elle a considéré le projet d'invasion du Niger par la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui est en train d'attaquer le Burkina. Selon le syndrome de on va commencer par le village A. Quand on va attaquer le village A, le village B et le village C vont penser que ça ne les concerne pas. Pour le moment, ça paraît comme du rififi à la frontière ivoiro-burkinabé. Non! Président Assimi Goïta, président Tiani, ce n'est pas du rififi à la frontière ivoiro-burkinabé. Ce que Ouattara est en train de faire, c'est du rififi à la frontière de l'AES. Et ce qu'il est en train de faire engage déjà en réalité la solidarité de l'AES. Parce que tout le territoire de l'AES est désormais un territoire sécuritairement un. Et quand vous avez, à partir de pays voisins de l'AES, des infiltrations de troupes, toute l'AES doit considérer ces infiltrations comme un problème personnel. Celui qui attaque le Burkina est en train d'attaquer le Mali. Il est en train d'attaquer le Niger. Et il doit avoir affaire immédiatement au Niger et au Mali. Celui qui attaque le Mali est en train d'attaquer le Niger et le Burkina. Et il doit avoir immédiatement affaire en même temps au Niger et au Burkina. Il faut que ce principe de vigilance tournante s'exerce très fortement dans ce qui commence à la frontière. Et j'insiste pour dire que l'AES ne sera jamais en paix tant que sa doctrine de défense sera purement défensive. Jamais l'AES ne sera en paix tant que sa doctrine de défense sera purement défensive. Parce que la CEDEAO, elle a une doctrine offensive. L'OTAN, elle a une doctrine offensive. Les groupes terroristes, Al-Qaïda et État islamique, qui ont été armés par l'OTAN depuis l'invasion de la Libye en 2011, eux, ils ont une doctrine offensive. Alors, je pense et je sais que les grands et les brillants officiers qui dirigent l'Alliance des États du Sahel savent que, tôt ou tard, il faudra passer
de la contre-offensive à l'offensive pleine. Une fois que l'inimitié sera confirmée sur le terrain du rapport de force, l'AES n'aura pas le choix. Elle devra tôt ou tard, je le dis à partir de mes analyses personnelles, passer de la contre-offensive à l'offensive totale, contre les pays qui serviront de taupe pour envahir, eh bien, le territoire sahélien. Je vous remercie, mes chers amis.